Madame, monsieur... Madame, monsieur... Bonsoir. Avant toute chose et avant le discours traditionnel, nous vous demandons de bien vouloir baisser les sièges à votre gauche, ainsi qu'à votre droite, devant et derrière si ça vous chante. Nous vous demandons aussi de bien vouloir éteindre vos téléphones pour le bon déroulé du spectacle. Nous remercions chaleureusement Castelframboise pour la première partie et vous pouvez encore les applaudir. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux et nombreuses à ce tout premier événement de l'année de notre chère association Les Trois Coups. Les Trois Coups qui, cette année, fêtent leurs 34 ans. 34 ans, c'est presque l'âge de certains de nos adhérents et adhérentes. Cette blague de l'âge, je ne m'en lasserai jamais. Mais Les Trois Coups, ce n'est pas qu'un âge. C'est aussi, et même avant tout, une association d'art de la scène. Alors, pour ne pas déroger à la règle et faire seulement des ventes de crêpes le jeudi avec une file d'attente, mais longue comme mon bras. Bon, après, c'était vraiment délicieux. Bref. Donc, pour ne pas déroger à la règle, on va encore cette année, lors du festival qui aura lieu du 3 mars au 10 avril, vous présenter des pièces de théâtre, une comédie musicale, de l'improvisation. Et en février, il y aura même une soirée talent show. Mais surtout, ce soir, il y aura un projet Noël. Et oui, merci à celles et ceux qui suivent encore. Moi, le discours, c'est pour vous que je le fais. Hein. Le bac, je l'ai. Non, mais c'est que je suis futur prof, alors j'adore la phrase. Bon, bref. Les Trois Coups, c'est aussi nos adhérents et nos adhérentes, car sans elles et sans eux, rien ne serait possible. Cette année, c'est plus d'une centaine de personnes qui vont graviter autour des 13 personnes du bureau pour vous offrir une année de qualité et enfin dire à celui à qui je pense qu'il peut enfin partir parce qu'il a vécu sa meilleure année aux Trois Coups. Mais merci donc à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints ou qui sont revenus et qui ont quand même payé 15 balles. Et tout ça pour vous. Vous, public, qui faites partie de cette nouvelle aventure, merci pour votre confiance, merci pour l'ambiance que vous allez mettre une fois ce discours terminé pour encourager la toute première représentation de l'année. Et merci pour votre générosité à l'entrée, on est en train de compter, c'est une folie. Bravo, merci. Nous vous remercions encore plus intensément et au nom aussi de la troupe réunie pour la poésie et la liberté, car ce soir, et comme depuis quelques années, les Trois Coups ont fait le choix de reverser l'argent récolté à une association. Depuis l'année dernière, il nous semble primordial de choisir une association culturelle. En effet, vous le savez sans doute, la culture en France et en Pays de la Loire va mal. Très mal. Non mais très mal. Après une série de décisions, la région continue de réduire toujours plus les aides allouées aux associations et la TRPL n'échappe pas à ces mesures. Anciennement appelée Théâtre régional des Pays de la Loire, elle a décidé de devenir troupe réunie pour la poésie et la liberté et de se détacher de la région, un choix courageux en signe de contestation que nous ne pouvons que saluer. La TRPL est une compagnie de théâtre basée à Cholet, dédiée à la décentralisation théâtrale. Elle a plusieurs missions comme la tournée des villages ou encore le temps d'une troupe. La tournée des villages donc, où chaque été, 2 spectacles sont joués en plein air dans plus de 50 villages et petites villes de la région. Le temps d'une troupe, c'est une troupe éphémère mêlant comédiens amateurs et professionnels pour créer en 3 semaines un spectacle de qualité professionnelle. L'objectif de la TRPL est donc de rendre le théâtre accessible à toutes et à tous en allant à la rencontre des habitants et habitantes et de faire de leur soirée de représentation des moments fédérateurs de rencontre entre les textes, la troupe et les spectateurs. En écho à leur création, ils organisent des rencontres en milieu scolaire, des stages pour les amateurs, des accueils en résidence de création, du prêt de costumes, etc. Toujours dans le but de faire connaître et aimer le théâtre. Nous vous invitons à les soutenir, à aller voir leurs représentations et à prendre de la documentation à la sortie si vous le souhaitez. Alors oui, c'est bien facile de critiquer la région pour ses choix, mais ce soir, nous ne faisons pas que critiquer. Nous proposons aussi un contre-budget. Voilà, prenez des notes, vous serez interrogés à la sortie. Déjà, la culture donc, plus 13 milliards d'euros alloués aux Trois Coups qui eux-mêmes redistribueront selon leur gré aux autres associations culturelles des Pays de la Loire. La santé, ensuite, plus 13 milliards. Alors, non pas d'euros, mais de médecins. Ça devrait suffire à soigner tout le monde et arrêter le Covid-19. Vous vous souvenez du Covid-19 ? Bref.
Le sport aussi, plus 13 milliards d'euros pour le SCO d'Angers, qui peine à atteindre la 13e place du classement de Ligue 1. Allez les noirs et blancs, on lâche rien. Et pour lutter contre les discriminations, plus de 13 milliards de sales connes pour dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Allez, fini de faire la leçon, passons à la leçon. Non mais si, parce que... oui. Ce soir, nous vous donnons donc rendez-vous avec un professeur, disons, particulier. Pour un cours, disons, particulier. Non mais c'est vraiment un cours particulier, hein, c'est pas... c'est un cours particulier, quoi. Il s'agit d'un éminent professeur, à la réputation sans précédent. Parmi les plus grandes avenues, il était le meilleur des professeurs. Parmi les évêques et les curés, personne ne connaissait les sciences matérielles mieux que lui. En temps de guerre, j'ai ouï dire qu'il a été promu au rôle d'adjudant responsable. Non mais alors que le mec, il sortait tout juste de Polytechnique. Hein. Ce n'est donc pas un homme qui va donner leçon ce soir à 20h10 en amphibazin, mais un professeur. Bonne leçon. Ça vous changera. professeur est à la maison? C'est pour la leçon? Oui, madame. Asseyez-vous un instant, je vais le prévenir de votre arrivée. Merci, madame. Monsieur, descendez, s'il vous plaît, votre élève est arrivé. Merci, je descends dans 2 minutes.
Marie, s'il vous plaît, je suis professeur, je sais qu'un ne se positionne pas mais qu'il s'oriente. Tentez de ne pas me presser dans une théorie, hein. J'ai une leçon à donner. C'est comme vous voudrez. Bonjour, mademoiselle. C'est vous, c'est bien vous, la nouvelle élève, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous voyez, je suis venue à l'heure, hein. Je n'ai pas voulu être en retard. Hein. C'est bien, mademoiselle. Merci, mais il ne fallait pas vous presser, hein. Je ne sais comment m'excuser de vous avoir fait attendre. Je finissais justement n'est-ce pas, mes excuses, hein. Vous m'excuserez. Il n'y a aucun mal, monsieur. Je m'excuse. Vous avez eu de la peine à trouver la maison? Du tout, pas du tout. Et puis, j'ai demandé. Tout le monde vous connaît ici, hein. Il y a 30 ans que j'habite la ville. Vous n'y êtes pas depuis longtemps. Comment la trouvez-vous? C'est une jolie ville, agréable, de jolis parcs, un pensionnat, un évêque, des rues, des avenues. C'est vrai, mademoiselle. Hein. Pourtant, j'aimerais autant vivre autre part. À Paris, ou au moins à Bordeaux. Vous aimez Bordeaux? Ah, je ne sais pas, je ne connais pas. Alors, vous connaissez Paris? Non plus, mademoiselle. Mais, si vous me permettez, pourriez-vous me dire, Paris, c'est le chef-lieu de... Mademoiselle? Paris, c'est le chef-lieu de... Mais oui, mademoiselle, bravo. Ah, mais c'est très bien, c'est parfait. Mes félicitations. Hein. Vous connaissez votre géographie nationale sur le bout des ongles, hein. Vos chefs-lieux. Je ne les connais pas tous encore, monsieur. Ce n'est pas si facile que ça. Hein. J'ai du mal à les apprendre. Bon, ça viendra. Du courage, mademoiselle. Mes excuses. De la patience. Doucement, doucement. Vous verrez, ça viendra. Il fait beau aujourd'hui, hein? Plutôt pas tellement. Oh, si, quand même. Oh, enfin, il ne fait pas trop mauvais, c'est le principal. Hein. Il ne pleut pas, il ne neige pas non plus. Ah bah, ce serait bien étonnant, monsieur, car nous sommes en été. Ah, je m'excuse, mademoiselle, j'allais vous le dire. Et vous apprendrez que l'on peut s'attendre à tout. Hein. Évidemment, monsieur. Nous ne pouvons être sûrs de rien, mademoiselle, en ce moment. La neige tombe l'hiver. L'hiver est l'une des 4 saisons. Les 3 autres sont le printemps. Oui? Et puis l'été et... Ça commence comme automobile, mademoiselle. Oui, l'automne. C'est bien cela, mademoiselle. Bravo. C'est très bien répondu. Hein. Mes félicitations. Je suis convaincu que vous serez une bonne élève. Vous ferez des progrès. Vous me paraissez intelligente, très instruite, bonne mémoire. Je connais les saisons, n'est-ce pas, monsieur? Mais oui, mademoiselle. Ou presque. Mais ça viendra. De toute façon, c'est déjà bien. Vous arriverez à les connaître. Toutes vos saisons, les yeux fermés, comme moi. C'est difficile, hein? Oh non. Il suffit d'un petit effort, de la bonne volonté, mademoiselle. Mais vous verrez, ça viendra, soyez-en sûrs. J'ai une telle soif d'apprendre, monsieur. Mes parents aussi désirent que j'approfondisse mes connaissances. Ils disent qu'une culture générale, bien que solide, ne suffit plus à notre époque.
Vos parents, mademoiselle, ont parfaitement raison. Hein. Vous devez pousser vos études. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est une chose nécessaire. La vie contemporaine est devenue très complexe. Hein. Et tellement compliqué. Mes parents sont assez fortunés, voyez-vous. J'ai de la chance. Hein. Ils pourront m'aider à trouver du travail et à faire des études très supérieures. Et vous voudriez vous présenter Le plus tôt possible. Au premier concours de doctorat. C'est dans 3 semaines. Vous avez déjà votre baccalauréat, si vous me permettez de vous poser la question. Oui, monsieur, j'ai mon bachot sciences et mon bachot lettres. Ah, mais vous êtes très avancé, mais même trop avancé pour votre âge. Hein. Et quel doctorat voulez-vous passer? Sciences matérielles ou philosophie normale? Mes parents voudraient bien, si vous pensez que cela est possible en si peu de temps, ils voudraient bien que je passe le doctorat total. Oh, le doctorat total. Vous avez beaucoup de courage, mademoiselle. Hein. Je vous félicite chaleureusement. Hein. Non, nous tâcherons, mademoiselle, de faire de notre mieux. D'ailleurs, vous êtes déjà assez savante en si jeune âge. Monsieur. Bon, si vous me permettez, mes excuses, mademoiselle. Hein. Je vous dirais qu'il faut se mettre au travail. Nous n'avons guère de temps à perdre. Bien entendu, monsieur. Je vous en prie. Puis-je donc vous demander de vous asseoir là. Voulez-vous me permettre, mademoiselle, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, hein, de m'asseoir en face de vous? Évidemment, monsieur. Je vous en prie. Merci bien, mademoiselle. Voilà. Vous avez vos livres, vos cahiers? Oui, monsieur, j'ai là tout ce qu'il faut. Parfait, mademoiselle. C'est parfait. Alors, si cela ne vous ennuie pas, nous commençons. Évidemment, monsieur, je suis à votre disposition, monsieur. À ma disposition? Oh, c'est moi qui suis à votre disposition. Je ne suis que votre serviteur. Monsieur. Alors, si vous voulez bien, alors, je commencerai par faire un examen sommaire de vos connaissances passées et présentes afin d'en dégager la voie future. Bon, où en est votre perception de la pluralité, mademoiselle? Elle est assez vague, confuse. Bon, nous allons voir ça. Voyons, mademoiselle, voulez-vous que nous fassions un peu d'arithmétique, si vous voulez bien? Et très volontiers, monsieur. C'est une science assez nouvelle, une science moderne à proprement parler. C'est plutôt une méthode qu'une science. C'est aussi une thérapeutique. Hein. Marie! Est-ce que vous avez fini? Oui, monsieur, j'ai trouvé l'assiette, je m'en vais. Alors, à votre cuisine, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oui, monsieur, j'y vais. Donc, Excusez-moi, monsieur. Faites attention, je vous recommande le calme. Marie, voyons, vous êtes ridicule. On dit toujours ça. Je ne mets pas vos insinuations. Je sais parfaitement comment me conduire. Hein. Je suis assez vieux pour cela. Justement, monsieur, feriez mieux de ne pas commencer par l'arithmétique avec mademoiselle. L'arithmétique, ça fatigue, ça énerve. Plus à mon âge. Et puis de quoi vous mêlez-vous? C'est mon affaire, je la connais. Votre place n'est pas ici. Bien, monsieur, vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. Marie, je n'ai que faire de vos conseils. Comme monsieur veut. Excusez-moi, mademoiselle, pour cette sotte interruption. Excusez cette femme, elle a toujours peur que je me fatigue. Elle craint pour ma santé. Ah, c'est tout excusé, monsieur. Ça prouve qu'elle vous est dévouée. Hein. Elle vous aime bien, hein. C'est très rare, les bons domestiques. Hein. Elle exagère. Ça peut être ridicule.
Combien font 1 et 1? 1 et 1 font 2. Ah, mais c'est très bien. Vous me paraissez très avancé dans vos études, mademoiselle. Vous aurez facilement votre doctorat total. Messieurs, Bon, poussons plus loin. Combien font 2 et 1? 3, 3 et 1? 4, 4 et 1? 5, 5 et 1? 6, 6 et 1? 7, 7 et 1? 8, 7 et 1? 8 bis, Très bonne réponse! 7 et 1? 8 terre, Parfait, excellent. 7 et 1? 8 quater et parfois 9. Magnifique. Vous êtes magnifique. Vous êtes exquise. Hein? Monsieur, Je vous félicite sincèrement. Bon, ce n'est pas la peine de continuer pour l'addition, vous êtes magistral. Voyons la soustraction. Dites-moi seulement si vous n'êtes pas épuisé. Hein? Combien font 4 moins 3? 4 moins 3. 4 moins 3, Oui, je veux dire, retirer 3 de 4. ça fait 7. Alors, je m'excuse d'être obligé de vous contredire, hein, mademoiselle. 4 moins 3 ne font pas 7. Hein. Vous confondez, hein. 4 plus 3 font 7. 4 moins 3 ne font pas 7. Il ne s'agit plus d'additionner, il faut soustraire maintenant. Oui, oui. 4 moins 3 font combien? Combien? 4. Non, ce n'est pas ça. Bon, 3 alors. Non plus, mademoiselle. Ah, pardon, je dois vous le dire, hein, ça ne fait pas ça, mes excuses. Eh bien, 4 moins 3. 4 moins 3. 4 moins 3. Ça ne fait tout de même pas 10. Non, certainement pas. Mais il ne s'agit pas de deviner, il faut raisonner. Donc, tâchons de le déduire ensemble. Voulez-vous compter? Oui, monsieur. 1, 2. Vous savez compter? Oui. Jusqu'à combien savez-vous compter? Je puis compter à l'infini. Non, ce n'est pas possible. Bien, mettons jusqu'à 16. Cela suffit, il faut savoir se limiter. Comptez donc, s'il vous plaît, je vous en prie. Alors, 1, 2, et puis après 2, il y a 3, 4. Arrêtez-vous, mademoiselle. Quel nombre est le plus grand? 3 ou 4? 3 ou 4. Quel est le plus grand? Le plus grand de 3 ou 4. Dans quel sens le plus grand? Il y a des nombres plus grands et d'autres plus petits. Dans les nombres plus grands, il y a plus d'unités que dans les petits. Que dans les petits nombres. À moins que les petits aient des unités plus petites. Hein. Si elles sont toutes petites, il se peut qu'il y ait plus d'unités dans les petits nombres que dans les grands. S'il s'agit d'autres unités. Dans ce cas, les petits nombres peuvent être plus grands que les grands nombres. Bon, laissons cela pour le moment, ça nous mènerait beaucoup trop loin. Sachez seulement qu'il n'y a pas que des nombres. Il y a aussi des grandeurs, des sommes, il y a des groupes, il y a des tas de choses, hein, telles que des prunes, des wagons, des oies, des pépins, etc. Supposons simplement, pour faciliter notre travail, que nous n'avons que des nombres aigus. Les nombres plus grands seront ceux qui auront le plus d'unités égales. Le nombre le plus grand? Ah, mais je comprends, monsieur. Vous identifiez
La qualité avant la quantité. Bon, cela est trop théorique, mademoiselle. Trop théorique. Vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Prenons notre exemple et raisonnons sur ce cas précis. Laissons pour plus tard les conclusions générales. Nous avons donc le nombre 3 et le nombre 4. 4. Avec chacun un nombre toujours égal d'unités. Quel nombre est le plus grand? Le nombre le plus petit ou le nombre le plus grand? Excusez-moi, monsieur, mais qu'entendez-vous par le nombre le plus grand? Est-ce celui qui est le moins petit que l'autre? C'est ça, mademoiselle. C'est parfait, vous m'avez très bien compris. Alors, c'est 4. Qu'est-ce qu'il est, le 4? Plus grand ou plus petit que 3? Plus petit? Non, plus grand. Excellente réponse! Combien d'unités avez-vous de 3 à 4? Ou de 4 à 3, si vous préférez. Il n'y a pas d'unité, monsieur, entre 3 et 4. 4 vient tout de suite après 3. Il n'y a rien du tout entre 3 et 4. Hein. Oh, je me suis mal fait comprendre. Bon, c'est sans doute ma faute, je n'ai pas été assez clair. Non, monsieur, la faute est mienne. Tenez. Voici 3 adultes. En voici encore. Ça fait 4. Vous voyez, elles sont bien 4. J'en retire une. Combien reste-t-il? 5. Si 3 et 1 font 4, 4 et 1 font 5. Non, non, non. Vous avez toujours tendance à additionner. Mais il faut aussi soustraire. Il ne faut pas uniquement intégrer, il faut aussi désintégrer. C'est ça la vie, c'est ça la philosophie, c'est ça la science, c'est ça le progrès, la civilisation. Oui, monsieur. Bon, revenons à nos adultes. J'en ai donc 4. Regardez, elles sont bien 4. J'en retire une. Il n'en reste plus que... Je ne sais pas, monsieur. Voyons, mais réfléchissez. Non, ce n'est pas facile, je l'admets. Pourtant, vous êtes assez cultivé pour pouvoir faire l'effort intellectuel demandé et parvenir à comprendre. Alors, Je n'y arrive pas, monsieur. Je ne sais pas, monsieur. bon, prenons notre exemple. Si vous aviez eu 2 nuits, et je vous en aurais arraché une, combien vous en resterait-il maintenant? Aucun. Comment aucun? Mais oui. C'est bien parce que vous n'en avez arraché aucun que j'en ai un, maintenant. Si vous l'aviez arraché, je ne l'aurais plus. Vous n'avez pas compris mon exemple. Supposez que vous n'avez qu'une seule roue. Oui, après. Je vous en ajoute une. Combien en auriez-vous? 2. Bon. Je vous en ajoute encore une. Combien en auriez-vous? 3 oreilles. J'en enlève
Ce sont des bâtons, mademoiselle. Des bâtons. Un bâton. Là, ce sont 2 bâtons. Puis là, 4 bâtons. Puis 3 bâtons. 4 bâtons. Puis 5 bâtons. Un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 4 bâtons, 5 bâtons. Ce sont des nombres, mademoiselle. Lorsqu'on compte les bâtons, chaque bâton est une unité, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Une unité, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Ou des chiffres, ou des nombres. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des éléments de la numération, mademoiselle. Oui, monsieur. Des éléments, des chiffres, qui sont des bâtons, des unités et des nombres. À la fois. C'est-à-dire en définitive toute l'arithmétique elle-même, elle. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Comptez donc, mademoiselle, si vous voulez bien, en vous servant de ces éléments, additionnés et soustraits. Les bâtons sont bien des chiffres et les nombres des unités. Si l'on peut dire, oui. Et alors? On peut soustraire 2 unités de 3 unités, mais peut-on soustraire 2 2 de 3 3? Ou alors 4 nombres d'une unité? Non, mademoiselle. Pourquoi, monsieur? Parce que, mademoiselle. Parce que quoi, monsieur? Puisque les uns sont bien les autres. Il en est ainsi, mademoiselle, ça ne s'explique pas, ça se comprend par un raisonnement mathématique intérieur. On l'a ou on ne l'a pas. Tant pis. Écoutez-moi, mademoiselle. Si vous n'arrivez pas à comprendre ces principes, ces archétypes arithmétiques, vous n'arriverez jamais à faire correctement le travail d'un polytechnicien. Encore moins ne pourra-t-on vous charger d'un cours à l'école polytechnique, ni à la maternelle supérieure. Je reconnais que ce n'est pas facile, c'est très abstrait, évidemment. Mais comment pourriez-vous arriver, sans avoir bien approfondi les éléments premiers, à calculer combien font, et ceci est la moindre des choses pour un ingénieur moyen, combien font par exemple 3 755 998 251 multiplié par 5 162 303 508. Ça fait 19 quintillions, 390 quadrillions, 2 trillions, 844 milliards, 219 millions, 164 508. Non, je ne pense pas. Ça doit faire 19 quintillions, 390 quadrillions, 2 trillions, 844 milliards, 219 millions, 164 509. Non, 508. Oui, vous avez raison. Le produit est bien quintillion, quadrillion, trillion, milliard, million, 164 508. Mais comment savez-vous cela si vous n'arrivez pas à comprendre les principes du raisonnement arithmétique? C'est simple. Ne pouvant me fier à mon raisonnement arithmétique, j'ai choisi d'apprendre toutes les réponses possibles de toutes les multiplications possibles. C'est assez fort. Pourtant, vous me permettez de vous avouer que cela ne me satisfait pas, mademoiselle. Et je ne vous féliciterai pas. Car en mathématiques et en arithmétique tout spécialement, ce qui compte, car en arithmétique il faut toujours compter, ce qui compte c'est de comprendre. C'est par un raisonnement mathématique inductif et déductif à la fois que vous auriez dû trouver ce résultat, ainsi que tout autre résultat. Les mathématiques sont les ennemis acharnés de la mémoire. Excellent par ailleurs. Mais néfastes, arithmétiquement parlant. Je ne suis donc pas content. Ça ne va donc pas, mais pas du tout. Non, monsieur. Bon, laissons cela pour le moment, passons à un autre genre d'exercice. C'est dommage que vous soyez si peu avancé en matière de mathématiques spéciales, hein, mademoiselle. Monsieur? Je crains que vous ne puissiez vous présenter au concours du doctorat total. Oui, monsieur, dommage. Monsieur
monsieur. Bon, au moins c'est vous. Mais laissez-moi, Marie! De quoi vous mêlez-vous? À votre cuisine, à votre vaisselle, allez, allez. Nous tâcherons au moins, mademoiselle, de vous préparer au passage du doctorat partiel. Mais lâchez-moi donc! Lâchez-moi! Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donc vous enseigner, si vous tenez vraiment vous présenter au concours du doctorat partiel, Ah oui, monsieur. les éléments de la linguistique et de la philologie comparée. Non, monsieur, non, il ne faut pas. Marie, vous exagérez, hein? Surtout pas la philologie. La philologie mène au pire. Au pire? En voilà une histoire. C'est trop fort, sortez! Bien, vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. La philologie mène au pire. Je suis majeur, Marie, hein? Oui, monsieur. C'est comme vous voudrez. Continuons, mademoiselle. Oui, monsieur. Je lui dis. Bon, je vais donc vous prier d'écouter avec la plus grande attention Oui, monsieur. mon cours tout préparé, avec lequel, en 15 minutes, vous pouvez acquérir tous les principes fondamentaux de la philologie linguistique et comparée des langues néo-espagnoles. Oh oui, monsieur. Silence! Que veut dire cela? Pardon, monsieur. Silence! Ainsi donc, l'espagnol est bien la langue mère d'où sont nées toutes les langues néo-espagnoles, dont l'espagnol, le latin, le français, le sardanapali ou sardanapal, aussi le roumain, le portugais, le néo-espagnol et l'espagnol. Et aussi, pour certains de ces aspects, le turc, lui-même plus rapproché cependant du grec. Ce qui est tout à fait logique, étant donné que la Turquie est voisine de la Grèce, et la Grèce plus près de la Turquie que vous et moi. Ceci n'est qu'une illustration de plus d'une loi linguistique très très importante, selon laquelle géographie et philologie sont sœurs jumelles. Vous pouvez prendre note, Ce qui distingue toutes ces langues entre elles et leur idiome des autres groupes linguistiques, tels que le groupe des langues autrichiennes ou autrichiennes ou habsbourgiques, aussi bien encore que des groupes espérantistes, helvétiques, monégasques, suisses, andoriens, basques, pelotes, aussi bien encore que des groupes des langues diplomatiques et techniques. Ce qui les distingue, dis-je, c'est leur ressemblance frappante, qui fait qu'on a bien du mal à les distinguer l'une de l'autre. Je parle des langues néo-espagnoles entre elles, et que l'on arrive cependant à distinguer grâce à leur caractère distinctif. Preuve absolument indiscutable de l'extraordinaire ressemblance qui rend indiscutable leur communauté d'origine. Et qui, en même temps, les différencie profondément, par le maintien des traits distinctifs dont je viens de parler. Oui, monsieur. Bon, mais ne nous attardons pas sur les généralités. Ah, monsieur. Cela a l'air de vous intéresser, tant mieux, tant mieux. Ah oui, monsieur. Bon, ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons plus tard. À moins que cela ne soit plus du tout... Qui pourrait le dire? Oui, monsieur. Toute langue, mademoiselle, sachez-le, souvenez-vous-en jusqu'à l'heure de votre mort. Oui, monsieur, jusqu'à l'heure de ma mort. Et ceci est encore un principe fondamental. Toute langue n'est en somme qu'un langage, ce qui implique nécessairement qu'elle se compose de sons ou de... Phonème. J'allais vous le dire, n'étalez pas votre savoir, Écoutez plutôt. Bien, monsieur. Oui, monsieur. Les sons doivent être saisis au vol, par les ailes, pour ne pas risquer de tomber dans les oreilles des sourds, qui sont les véritables gouffres, les tombeaux des sonorités, mais nous y reviendrons plus tard. Par conséquent, lorsque vous décidez d'articuler, il est recommandé, dans la mesure du possible, de lever très haut le cou et le menton, et de vous élever sur la pointe des... Tenez, comme ceci, vous voyez? Oui, monsieur. Taisez-vous, restez assise, ne t'en pas. Et d'émettre très haut les sons et de toute la force de vos poumons associés à celle de vos cordes vocales.
risquer de tomber dans les oreilles des sourds, qui sont des véritables gouffres, les tombeaux des sonorités. Si vous émettez plusieurs sons avec vitesse accélérée, ceux-ci s'agripperont les uns aux autres, constituant ainsi des syllabes, des mots à la rigueur des phrases, c'est-à-dire des groupements plus ou moins importants, des assemblages purement irrationnels de sons, dénués de tout sens, hein, mais qui pour cela sont capables de se maintenir sans danger à une altitude élevée dans les airs. Seuls tombent les mots alourdis par leur sens chargé de signification, qui finissent toujours par s'écrouler. Dans les oreilles des sourds. C'est ça, mais n'interrompez pas. Ou dans la pire confusion, ou par éclater comme des ballons. Ainsi donc, mademoiselle, qu'avez-vous donc? Ah, j'ai mal aux dents, monsieur. Ça n'a pas d'importance, nous n'allons pas nous arrêter pour si peu de choses, hein? Continuons. Oui, monsieur. J'attire, au passage, votre attention sur les consonnes, qui changent de nature en liaison. Les F deviennent dans ce cas des V, les D des T et les G des K, et vice-versa. Comme dans les exemples que je vous signale. Les enfants, il est 3 heures, le coq au vin, l'âge nouveau, voici la nuit. Oh, j'ai mal aux dents. Continuons. Résumé. Pour apprendre à bien prononcer, il faut impitoyablement chasser l'air des poumons et le faire délicatement passer en les effleurant sur les cordes vocales qui, comme des harpes ou des feuillages sous le vent, s'agitent, frémissent, vibrent, ou grasseignent, ou se chuintent, ou se froissent, ou sifflent, c'est pas un sifflement, et d'émettre tous les sons par la luette, à la langue, le palais, les dents. Ah, j'ai mal aux dents, monsieur, là. Les lèvres. Finalement, les mots sortent par le nez, par la bouche, par les oreilles, par les pores, entraînant avec eux tous les organes que nous avons nommés, déracinés, dans un envol puissant, majestueux, que l'on appelle improprement la voix. Se modulant en chant ou se transformant en un terrible orage symphonique avec tout un cortège. Des gerbes de fleurs, des plus variés d'artifices sonores, labiales, dentales, occlusifs, palatales et autres. Hein. Oui, monsieur. Tantôt caressantes, tantôt amères ou violentes. Ah, mes dents. Continuez. Quant aux langues indo-espagnoles, elles sont des parents si rapprochés que l'on peut les considérer comme de véritables cousines germaines. Elles ont d'ailleurs la même mère, hein, l'espagnol avec un E muet. C'est pourquoi il est si utile de bien prononcer. C'est pourquoi il est si difficile de les distinguer. Il faut éviter les défauts de prononciation. La prononciation à elle seule vaut tout un langage. Une mauvaise prononciation peut vous jouer des tours. Hein. À ce propos, permettez-moi, entre parenthèses, de vous faire part d'un souvenir personnel. Ce sera bien. J'étais encore jeune, encore presque un enfant. Je faisais mon service militaire. J'avais au régiment un camarade vicomte qui avait un défaut de prononciation assez grave. Il ne pouvait pas prononcer la lettre F. Au lieu de F, il disait F. Ainsi, au lieu de Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il disait Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il prononçait fille au lieu de fille, Firmin au lieu de Firmin, Fayot au lieu de Fayot. Fichez-moi la paix! Au lieu de
ma trace. Fifi font fafa au lieu de Fifi font fafa. Philippe au lieu de Philippe. Victoire au lieu de victoire. Février au lieu de février. Mars, avril au lieu de mars, avril. Gérard de Narval, et non pas comme cela est correct, Gérard de Narval. Mirabeau au lieu de Mirabeau, etc. Au lieu de etc. et ainsi de suite, etc. Au lieu de etc. et ainsi de suite, etc. Seulement, il avait la chance de pouvoir si bien cacher son défaut grâce à des chapeaux que l'on ne s'en apercevait pas. Oui, j'ai mal aux dents. Continuons. Précisons d'abord les ressemblances pour mieux saisir par la suite ce qui différencie toutes ces langues entre elles. Attention, les différences ne sont guère saisissables aux personnes non averties. Ah oui, j'ai mal aux dents. Ainsi, tous les mots, continuons, hein? Ainsi, tous les mots de toutes ces langues sont différents. Ainsi que toutes les désinences, tous les préfixes, tous les suffixes, toutes les racines. Les racines de mots sont-elles carrées? Carré ou cubique, c'est selon. Ah, j'ai mal aux dents. Continuons! Ainsi, pour vous donner un exemple qui n'est guère qu'une illustration, prenez le mot front. Avec quoi le prendre? Avec ce que vous voulez pourvu que vous le preniez, mais surtout n'interrompez pas, hein? Ah, j'ai mal aux dents. Continuons! J'ai dit continuons. Prenez le mot français front. L'avez-vous pris? Oui, oui, ça y est. Ah! Ah, mes dents. Ah! Le mot front est racine dans frontispice. Il est aussi dans effronté. Ispice, les suffixes, les F, préfixes. On les appelle ainsi car ils ne changent pas. Ils ne veulent pas. J'ai mal aux dents. Continuons vite. Ces mots sont d'origine espagnole. J'espère que vous en êtes rendu compte, n'est-ce pas? Ah! Ah, ce que j'ai mal aux dents. Continuons. Vous avez également pu remarquer qu'ils n'avaient pas changé en français. Eh bien, mademoiselle, rien non plus ne parvient à les faire changer. Ni en latin, ni en italien, ni en espagnol, ni en néo-espagnol, ni en portugais, ni en roumain, ni en français, ni même en oriental. Front, frontispice, effronté, toujours le même mot, invariablement, avec même racine, même suffixe, même préfixe, dans toutes les langues énumérées. Et c'est toujours pareil pour tous les mots. Hein. Dans toutes les langues, ces mots veulent dire la même chose. Absolument. Comment en serait-il autrement? De toute façon, vous avez toujours la même structure sonore, la même composition, la même signification, non seulement pour ce mot, mais pour tous les mots concevables, dans toutes les langues. Car une seule notion s'exprime par un seul et même mot et c'est synonyme. Laissez donc vos dents. J'ai mal aux dents. Oui, oui, oui. Bien. Continuons. J'ai dit continuons, hein? Comment dites-vous, par exemple, en français, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. J'ai mal aux dents. Continuons, dites quand même. En français. En français. Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont... Aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Eh bien, on dira en français, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes. En français, ça se dit jaune?
Oui, évidemment. Sont aussi jaunes que mon grand-père lorsqu'il se mettait en colère. Non, qui était à... Asiatique! Ah! Mais non! C'est cela. C'est cela. Vous avez mal aux dents, c'est ça? Tant pis. Continuons, hein. Traduisez-moi la phrase en espagnol, puis en néo-espagnol. En espagnol, ce sera... Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Non, c'est faux. Et en néo-espagnol, on dira... Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. C'est faux, c'est faux, c'est faux! Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. Non, c'est le contraire. Ah, j'ai mal aux dents. Vous vous embrouillez, hein? C'est vous qui m'embrouillez. Soyez attentifs et prenez note. Je vous dirai la phrase en espagnol, puis en néo-espagnol et enfin en latin. Vous répéterez après moi. Attention car les ressemblances sont grandes. Ce sont des ressemblances identiques. Écoutez, soyez attentifs. Ah, j'ai mal. Aux dents! Continuons. Ha! En espagnol. Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. En latin, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Saisissez-vous la différence. Traduisez cela en roumain. Comment dit-on rose en roumain? Mais rose, voyons! Ce n'est pas rose? Mais non! Puisque rose est la traduction en oriental du mot français rose, en espagnol rose. Vous saisissez? En sardanapali, rose. Excusez-moi, monsieur, mais... Ah, mais non. Ah, je ne saisis pas du tout la différence. C'est pourtant bien simple. Hein. Bien simple. À condition d'avoir une certaine expérience. Une expérience technique et une pratique de ces langues diverses. Si diverses malgré qu'elles ne présentent que des caractères tout à fait identiques. Je vais donc tâcher de vous donner une clé. J'ai mal aux dents. Ce qui différencie ces langues, ce ne sont ni les mots, qui sont les mêmes absolument, ni la structure de la phrase, qui est partout pareille, ni l'intonation, qui ne présente pas de différence, ni le rythme du langage. Ce qui les différencie. Écoutez-vous. Vous m'embêtez, monsieur. J'ai mal aux dents. Mais écoutez-vous, mademoiselle. Ah, je vais me fâcher, hein. Eh bien, oui, allez-y. Non, la Chabar, écoutez-moi. Oui, monsieur. Donc, je disais donc, ce qui distingue toutes ces langues entre elles, d'une part, et de l'espagnol avec un E muet, leur mère, d'autre part, c'est quoi? C'est une chose ineffable. Un ineffable que l'on n'arrive à percevoir qu'au bout de très longtemps, avec beaucoup de peine et après beaucoup d'expérience. Ah, Oui, mademoiselle. On ne peut vous donner aucune règle. Il vous faut du flair et puis c'est tout. Et pour en avoir, il faut étudier, étudier et encore étudier. maintenant. Il y a tout de même quelques cas précis où les mots d'une langue à l'autre sont différents. Mais on ne peut baser notre savoir là-dessus, car ce sont des cas, pour ainsi dire, exceptionnels. Ah oui? Oh, monsieur, j'ai mal aux dents. N'interrompez pas! Ne me mettez pas en colère, hein, je ne répondrai plus de moi. Je disais donc. Ah oui, les cas exceptionnels. Dit aussi
de distinction facile, ou de distinction aisée, ou commode, si vous aimez mieux. Je répète, si vous aimez car je constate que vous ne m'écoutez plus, J'ai mal aux dents. je dis donc, dans certaines expressions d'usage courant, certains mots diffèrent d'une langue à l'autre, si bien que la langue utilisée est en ce cas sensiblement plus facile à identifier. Je vous donne un exemple. L'expression néo-espagnole célèbre à Madrid se traduit en italien par... J'ai dit l'expression? Je crois que j'ai pas dit l'expression. L'expression néo-espagnole célèbre à Madrid, c'est ma patrie est la néo-Espagne. Si je vous donne pas l'expression, ça ne va pas marcher. Donc, l'expression célèbre à Madrid, néo-espagnole, ma patrie est la néo-Espagne, se traduit donc de cette façon en italien, ma patrie est... La néo-Espagne. Non! Ma patrie, l'Italie! Bon, dites-moi alors, par simple par déduction, comment dites-vous Italie en français? J'ai mal aux dents. C'est pourtant bien simple, hein? Pour le mot Italie, en français, pour le mot Italie, en français, nous avons le mot France. Qui en est la traduction exacte. Ma patrie est la France. Et France, en oriental, Orient. Ma patrie est l'Orient. Et Orient. En portugais, Portugal. L'expression orientale, ma patrie est l'Orient, se traduit donc de cette façon en portugais, ma patrie est le Portugal. Et ainsi de suite. Ça va, j'ai mal. Oh, je vous arrache moi. Encore un exemple. Le mot capitale. La capitale revêt, selon le sens, selon la langue que l'on parle, plutôt, un sens différent. C'est-à-dire que si un Espagnol dit qu'il habite dans la capitale, ça ne voudra pas dire du tout la même chose que ce qu'entend un Portugais lorsqu'il dit lui aussi j'habite dans la capitale. À plus forte raison, un Sardanapale, un Italien, un Sardanapali, un Portugais, un Roumain, un Français, dès que vous entendez dire Mademoiselle, je dis ça pour vous, hein? Merde alors! Dès que vous entendez l'expression j'habite dans la capitale, vous saurez immédiatement et facilement si c'est de l'espagnol ou de l'espagnol, du néo-espagnol, du latin, du français, du portugais, du roumain, du sardanapali, car il suffit de deviner quelle est la métropole à laquelle pense celui qui prononce la phrase, au moment où il la prononce. Mais ce sont à peu près les seuls exemples précis que je puisse vous donner. Oh là, mes dents. Silence! Il vous fracasse le crâne! Essayez donc, crâne! Tenez-vous donc tranquille! Plus un mot! La chose la plus... comment dirais-je? La plus paradoxale. Oui, c'est le mot. La chose la plus paradoxale, c'est qu'un tas de gens qui manquent complètement d'instruction parlent ces différentes langues. Vous entendez qu'est-ce que j'ai dit? Parle ces différentes langues. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez eu de la chance. Des gens du peuple parlent l'espagnol farci de mots néo-espagnols qu'ils ne décèdent pas, tout en croyant parler le latin. Ou bien ils parlent le latin farci de mots orientaux, tout en croyant parler le roumain. Ou bien ils parlent l'espagnol farci de mots néo-espagnols, tout en croyant parler le sardanapali ou l'espagnol. Oui.
donc. Je vais boire. J'ai soif. Je vous en prie, monsieur. Tenez-vous donc tranquille! Ne bougez plus les pieds. Ne tapez plus les jambes. J'ai mal aux dents, monsieur. Comment se fait-il que, parlant, vous ai sauté une carte de mon cours, je crois. Je vais vous la donner. Attention. Mais ne remuez plus les jambes, hein? Faites attention. Je vais vous donner un exemple. Certains, par exemple, en un latin qu'ils supposent espagnol, disent « je souffre de mes deux fois à la fois », tout en s'adressant à un Français qui ne parle pas un mot d'espagnol. Et le Français répondra en français « moi aussi, monsieur, je souffre de mes fois », et se fera parfaitement comprendre par l'espagnol, qui aura la certitude que c'est en pur espagnol qu'on lui a répondu. Et qu'on parle espagnol. Quand en réalité, ce n'est ni de l'espagnol ni du français, mais du latin amené au espagnol. C'est bien, vous tenez-le. C'est bien, vous bougez. Donc, comment, j'y reviens, comment se fait-il qu'un tas de gens qui parlent sans savoir quelle langue ils parlent, ou croyant parler chacun une autre, s'entendent quand même entre eux? Je me le demande. C'est simplement une des curiosités inexplicables de l'empirisme grossier du peuple. Un non-sens, un paradoxe, une des bizarreries de la nature humaine. C'est l'instinct, tout simplement. Pour tout dire en un mot, c'est lui qui joue ici. Bon, au lieu de regarder les bouches volées, là, voyez mieux de tâcher d'être plus attentive. Ce n'est pas moi qui me présente au concours du doctorat partiel. Je l'ai passé, moi, il y a longtemps, y compris mon doctorat total et mon diplôme supratotal. Vous ne comprenez donc pas que je veux votre bien? J'ai mal aux dents. Mal élevé! Ça n'ira pas comme ça, hein? Pas comme ça, pas comme ça! Je vous écoute. Ah! Pour apprendre à bien prononcer, je vous ai dit qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Procédons par ordre. Je vais vous apprendre toutes les traductions du mot couteau. C'est comme vous voulez, après tout. Marie! Marie! Elle ne vient pas. Marie! Marie! Voyons, Marie! 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ne venez-vous pas? Quand je vous dis de venir, il faut venir, hein? C'est moi qui commande, vous entendez? Elle ne comprend rien, elle ne comprend pas. C'était ça, monsieur. Gare à la fin. Ça vous mènera loin, tout ça. Je serai m'arrêter à temps. On dit toujours ça. On va bien voir ça. J'ai mal aux dents. Vous voyez, ça commence. C'est le symptôme. Quel symptôme? Expliquez-vous. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? J'ai mal aux dents. C'est le grand symptôme, le symptôme final. Sottise! Sottise, sottise, sottise! Ne partez pas comme ça! Vous appelez pour aller me chercher les couteaux espagnols, néo-espagnols, français, portugais, orientaux, roumains, portugais, serveur et espagnol. Ne comptez pas sur moi. Ah! Sottise! Chose bête!
tâcher de nous en servir pour toutes les langues. Il suffira que vous prononciez le mot couteau dans toutes les langues, en regardant l'objet de très près, fixement, en vous imaginant qu'il est de la langue que vous dites. J'ai mal aux dents. Dites cou comme cou. Tôt comme tôt. Et regardez bien, fixez bien. C'est du quoi? De l'espagnol? Du portugais? Du français? Ça n'a plus d'importance. Ça ne vous regarde pas. Dites cou, Cou? tôt. Regardez! Dos. Encore, regardez! Ah, vous m'embêtez, hein? Zut alors! J'en ai assez, j'ai mal aux dents, j'ai mal aux pieds, j'ai mal partout. Couteau! Regardez! Couteau! Regardez! Couteau! Regardez! Ah, mais vous me faites mal aux oreilles, vous avez une voix quelle est stridente! Dites couteau! 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 Ah, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal partout. Je vais vous les arracher, moi, vos oreilles, comme ça, elles vous feront plus mal. Ah, mais mignonne. c'est vous qui me faites mal. Répétez! Allons vite! Couteau! 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 Ah, si vous citez. Couteau! Couteau. Couteau. Répétez! Regardez! Ah! Couteau! Ma gorge. Couteau! Mes yeux. Couteau! Mes Couteau! oreilles. Couteau! Ah, mes Couteau! dents. Couteau! Couteau! Répétez! Couteau. Couteau! Ah, Couteau! mes hanches. Couteau! Ah, Couteau! mes Couteau! cuisses. Couteau! Répétez! Regardez! Couteau. Couteau! Couteau! C'est ça. Vous prononcez bien maintenant. Dites couteau. Répétez. Attention, ne cassez pas mes carreaux. Le couteau tue. Oui, oui. Le couteau tue. Ah! Tiens! Ah! Tiens! Ah! Tiens! Ah! Tiens! Salope! C'est bien fait. Ça fait du bien. Oh, je suis fatigué. Oh, j'ai du mal à me soulever de cette table. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Madame! Mademoiselle? Mademoiselle? Levez-vous! Voyons, mademoiselle, le son est terminé. Hein. Vous pouvez partir. Vous paierez plus tard. Ah! Elle est morte. Morte. Avec mon couteau. Morte. C'est terrible. Marie! Marie! Venez, s'il vous plaît! Non, ne venez pas! C'est pas nécessaire, en fait, je me suis trompé. J'ai pas besoin de vous. Vous entendez? J'ai pas besoin de vous, Marie. Ne venez pas! Marie, vous entendez?
l'arithmétique mène à la philologie. Et la philologie mène au crime. Vous aviez dit au pire. C'est pareil! Mais moi, j'avais pas compris. Je croyais que Pire, c'était une ville et que la philologie menait à la ville de Pire. Menteur! Vieux renard! Un cerveau comme vous ne se méprend pas sur le sens des mots. Faut pas me le faire, hein! J'ai pas fait exprès de la tuer. J'ai pas fait exprès. Au moins, vous le regrettez? Oh oui, Marie, je vous le jure. Vous me faites pitié. Vous êtes un brave garçon quand même. Hein. On va tâcher d'arranger ça, mais ne recommencez pas, ça peut vous donner une maladie de cœur. Oui, Marie, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On va l'enterrer, en même temps que les 39 autres. Ça va faire 40 cercueils. On va appeler les pompes funèbres et mon amoureux, qui est Auguste. On va commander des couronnes. Oui, Marie, oui. En fait, ce n'est même pas la peine d'appeler Auguste, puisque vous-même vous êtes curé à vos heures, si on en croit la rumeur publique. Pas trop cher les couronnes quand même. Hein. Elle n'a pas payé sa leçon. Ne vous inquiétez pas. Couvrez-la au moins, elle est indécente. Oui, Marie. Puis on va l'emporter. Oui. On risque de se faire pincer. Avec 40 cercueils, les gens vont se poser des questions, ils vont se demander qu'est-ce qu'on va leur dire. Ne vous faites donc pas tant de soucis. On dira qu'ils sont vides. D'ailleurs, les gens ne nous montrent rien, ils sont habitués. Quand même. Tenez, si vous avez peur, mettez ceci. Vous n'aurez plus rien à craindre. C'est à la mode. Merci ma petite Marie. Avec ça, je suis tranquille. Vous êtes une bonne fille, bien dévouée. Ça va. Allez, ça y est? Oui, Marie, oui. Attention, ne lui faites pas de mal.